Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreux. Donc, vous allez suivre ce webinaire présentation de Simbad Jeunesse, nouvelle collection jeunesse bilingue arabe-français. Donc, vous aurez la possibilité en fin de webinaire, un peu avant la fin d'avoir réponse aux questions que vous pouvez poser via l'espace questions-réponses. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à mettre vos questions d'ores et déjà sur cet espace et on prendra un petit temps à la fin pour répondre à certaines d'entre elles. Je vous souhaite, vous avez aussi la possibilité de voir en replay, mais je vous le dirai à la fin du webinaire, les replays pour les webinaires. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse la parole à Charlotte et Nathalie. Bonjour, merci. Merci. Alors, moi, je suis Charlotte Wallès, je suis éditrice chez Actes Sud et je m'occupe de la collection Sinbad et Sinbad Jeunesse. Voilà. Et je vais vous présenter aujourd'hui notre projet avec Nathalie. Nathalie, je te laisse te présenter. Oui, Nathalie Sfer, bonjour tout le monde. Je suis libraire à l'Institut du monde arabe, à la librairie de l'Institut du monde arabe. Je fais partie également du comité de lecture monde arabe de la revue Takamtikou, que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est une revue surtout à destination des professionnels du livre et qui parle des livres qui sont édités donc dans certaines régions, dont la région monde arabe, donc, pour lequel je fais partie du comité de lecture. Et donc aujourd'hui, on va discuter, Charlotte et moi, de ce très chouette projet qui est né cette année, qui s'appelle Sinbad Jeunesse. Peut-être que vous avez déjà eu entre les mains les livres. On va partager un diapo tout à l'heure, dans quelques dizaines de minutes, où on vous montrera quelques couvertures et quelques intérieurs de livres. Et on va surtout discuter de la conception de ce projet. Et puis ensuite, on va parler des livres, tout simplement. Charlotte, peut-être d'abord, tu pourrais nous présenter un peu Actes Sud, plutôt surtout Sinbad, et puis effectivement comment Sinbad Jeunesse est né. Est né. Effectivement, c'est l'année 2022, c'est l'année de naissance de Sinbad Jeunesse et c'est l'année des 50 ans des éditions Sinbad, qui ont été fondées à Paris en 1972 par Pierre Bernard et qui ont été reprises par les éditions Actes Sud en 1995. Cette année, on a mis en place un certain nombre d'événements et de projets pour célébrer ce très bel anniversaire, ce cinquantenaire. Parmi ces projets se trouve la collection, la création, le lancement de la collection Sinbad Jeunesse, qui est donc une collection qui accueille des albums et des petits romans et contes bilingues arabe-français, donc à la fois à destination des enfants, à partir de 5 ans, ça peut être jusqu'à des élèves de collège, et une collection, mais peut-être qu'on en reparlera aussi, qui, par son principe bilingue, par sa nature bilingue, peut s'adresser aussi à un autre public dans une perspective un petit peu pédagogique. Par rapport à Sinbad, juste pour situer éventuellement, si certaines personnes ne sont pas exactement au fait, donc Sinbad, c'est une collection qui, depuis 50 ans, publie des textes traduits de l'arabe et des textes sur le monde arabe, en sciences humaines, en littérature, en poésie. C'est la maison d'édition en France qui est un petit peu, qui est absolument représentative de ce qui existe dans le monde arabe, en littérature classique, en littérature contemporaine. Voilà, donc c'est un rôle très important que Sinbad endosse en France par rapport à la culture arabe, la littérature arabe. Et Sinbad Jeunesse, on l'a conçu un petit peu comme un prolongement de ce projet éditorial. Voilà. Super. Effectivement, enfin, Sinbad, si Sinbad n'existait pas, je pense qu'on aurait 95% de la production, donc de la traduction vers le français, donc de l'arabe vers le français, qui n'existerait pas malheureusement. Donc effectivement, c'est une maison d'édition qui est très importante, comme tu dis, dans le panorama de l'édition en France.
Et Sinbad Jeunesse, donc son petit, j'imagine, va avoir pour ambition de faire presque la même chose, peut-être. Et qui vous êtes derrière Sinbad Jeunesse? Oui, alors on est toute une équipe, c'est moi qui vous parle aujourd'hui, mais effectivement, Ouais, on est toute une équipe. Farouk Mardambé est le directeur de Sinbad depuis 1995. Donc, il est le directeur de cette collection aussi Sinbad Jeunesse. Nous travaillons essentiellement pour les albums avec Mathilde Chèvre, qui a elle-même une maison d'édition, Le Port à Jauny à Marseille, qui publie des livres bilingues arabe-français. Donc, elle a déjà, elle, cette proposition. Et nous, on travaille ensemble, je travaille avec elle pour proposer des livres bilingues d'une nature un peu différente, sachant que Mathilde a une connaissance phénoménale de ce qui existe en littérature jeunesse dans le monde arabe. Donc, son conseil éditorial nous est très précieux et également ses compétences pour la réalisation des maquettes des albums. ouais, Voilà, donc Farouk, Mathilde, Cathy Chamarty, qui est une collègue d'Actes Sud, qui est au service commercial sur la littérature jeunesse, sur les littératures jeunesse d'Actes Sud Junior et Maison Associée, et qui a une connaissance encyclopédique pour le coup de ce qui existe chez Actes Sud en littérature jeunesse et bien sûr ailleurs. Et donc, elle nous apporte son regard pour faire des choix sur des livres, des titres de notre catalogue. Et puis, nous travaillons avec notre direction éditoriale, donc Bertrand Pi et Alzira Martins. Voilà. super. Ben justement, parlons de ces choix-là, donc de ces 4 livres. Je vais juste partager mon écran, le diapo, pour vous montrer ces magnifiques livres. Voilà, je vais juste mettre ça en plein écran. Voilà, donc vous allez voir là, vous voyez le logo qu'on a créé pour la collection, un logo bilingue. Et là, vous avez les 4 couvertures. Alors, au niveau des choix, effectivement, le choix à préciser, c'est vraiment ce choix d'une édition bilingue. Ça existe assez peu, la littérature bilingue arabe-français en France. Ouais, Alors que l'arabe est une langue en fait très très présente en France et une langue très parlée. Et là, on avait le ouais, souci d'amener la langue écrite dans les livres pour enfants, de travailler, ouais, d'avoir aussi de se donner le plaisir et la possibilité de travailler cette superbe langue arabe et de la placer dans un face-à-face avec la langue française. Euh, ouais. donc voilà, ce choix du bilingue, c'est à la fois de pouvoir proposer des supports pédagogiques, ça c'est une partie importante de notre projet, et c'est aussi une proposition de découverte culturelle, et c'est l'idée de décaler le regard dans la lecture des livres et de découvrir, même si peut-être on ne la maîtrise pas du tout, cette langue arabe, de Ouais. voir se déployer dans la page visuellement. Voilà, je crois que c'est quelque chose aussi de très esthétique qui nous plaît et qui nous semblait important. C'est sûr. Et donc, il y a 2 livres traduits donc, du français vers l'arabe. Et il y a et donc à l'intérieur, vous avez le texte en français et le texte en arabe qui se côtoient à chaque fois, sur chaque page. Comme par exemple, on peut le voir ici dans Le Premier Roi des Moutons, donc traduit du français vers l'arabe, et où vous avez donc le texte en français et le texte en arabe sur une double page. Et vous avez donc 2 autres livres qui sont traduits donc du français vers l'arabe. Et donc, je ne sais plus ce que j'avais dit, si c'était de l'arabe vers le français, mais en tout cas, il y a 2 comme ça et 2 Il y en comme a 2 ça. de chaque, exactement. Voilà, Voilà. exactement. Il y en a 2 de Euh, chaque. oui, c'est un peu la construction de notre programmation. C'est Ouais, d'essayer, alors non seulement de proposer des livres bilingues, mais de permettre aussi une forme d'échange par les choix des titres. Euh, ouais, en choisissant, alors c'est notre projet de départ, on est vraiment tout au début parce que les livres sont sortis en librairie à la fin du mois de septembre, mais ouais, c'est de croiser comme ça, par exemple, 2 albums sur un thème partagé, pour avoir à la fois dans la narration et dans l'illustration des regards qui peuvent se répondre, mais qui viennent d'ailleurs. Alors en l'occurrence, on a souhaité travailler pour la première édition sur la notion de pouvoir. Mais en fait, c'est pas ouais, qu'on a choisi une notion, on a choisi un album qui était La Tache Noire, que nous a proposé Mathilde Chèvre, qui est un album d'un auteur-illustrateur égyptien, Walid Taher, qui est très connu. Et qui fait un travail formidable. Et cet album nous a tellement plu qu'on a souhaité chercher dans notre fond un livre qui pouvait lui répondre. Et on a ouais, choisi Louis Ier, Roi des Moutons, d'Olivier Talek, qui était déjà donc ouais. qui est déjà paru chez Actes Sud Junior et qui a connu déjà un grand succès. Et voilà, ces 2 livres en fait nous permettent
qui sont très différents dans la construction, dans la maquette, dans le lexique, etc., mais nous permettent justement de croiser des choix d'illustration, des choix lexicaux, une manière de dire ou peut-être de laisser entendre quelque chose autour du pouvoir. Donc, on en parlera, je pense, un peu plus en détail après, mais c'est vrai que du contenu de ces albums, mais voilà, il y a l'idée comme ça de croiser. Donc, à la fois de croiser les langues et de croiser les regards autour d'un thème. Voilà. Je trouve ça vraiment très, très intéressant, en tout cas, de pouvoir, tu vois, donc tu as deux éditions dans deux pays complètement différents. Et en fait, il y a des livres, évidemment, qui se parlent parce qu'il y a un langage un peu universel Oui, c'est dans ça. ces livres-là. Et un enfant, c'est un enfant très souvent aussi. Et tu as des thématiques qui parlent à l'enfant égyptien et à l'enfant français. Et là, vous avez vraiment mis très explicitement ce parallélisme que je trouve très intéressant d'un point de vue du paysage littéraire aussi un peu mondial. Oui, merci. C'est vrai que c'est ça, en fait, c'est de la littérature Ouais. jeunesse. Donc, pour nous, c'était pas seulement traduire des livres de l'arabe, c'était proposer l'édition bilingue, mais en même temps, justement, faire connaître ce qui existe, parce que c'est quand même assez peu présent en France, faire connaître les titres qui existent, les lignes, les projets, les œuvres qui existent dans la création de littérature jeunesse dans le monde arabe. Dans les pays arabes, évidemment, c'est une création très riche et on dit le monde arabe, mais c'est quand même pluriel. Voilà. Bah exactement, tu anticipes un peu ma prochaine question qui va un peu rentrer dans le vif du sujet. La langue arabe, justement. Je vais mettre peut-être la tache noire en diapo. J'imagine que vous avez eu des enjeux ou que vous avez discuté avant de la traduire vers le français. Parce que donc on parle souvent de la langue arabe. Il faut savoir évidemment que c'est la langue de l'arabe appelé arabe classique ou arabe moderne qui est commun à tous les pays du monde arabe, mais qu'effectivement dans chacun de ces pays du monde arabe, il y a un dialecte qui est différent de celui qui est écrit et qui quelquefois évidemment c'est très poreux. C'est donc l'arabe littéraire n'est pas figé et souvent on fait des emprunts du dialecte. Et je sais que Walid Taher, très, là, pour le coup, il fait souvent ça. Il n'hésite pas, en tout cas, à un peu faire bouger cette langue. Et donc, l'arabe qu'il y a dans la tache noire, par exemple, est un arabe qui est un peu allégé, évidemment destiné aux enfants. Et je me dis, quand vous vous êtes dit, OK, on va traduire ça, euh, est-ce que vous avez eu des enjeux derrière? Est-ce que vous êtes posé des questions? Est-ce qu'avec le traducteur, la traductrice en l'occurrence, est-ce que vous avez eu des discussions sur certaines choses? Oui, c'est Sarah Rolfo qui a traduit La Tache Noire et évidemment, on a beaucoup Ouais, travaillé ensemble. Bon, je dirais que les enjeux de traduction, c'est des enjeux qu'on porte au quotidien chez Actes Sud, en littérature étrangère et chez Sinbad, bien sûr. ouais, Effectivement, par rapport à l'arabe, on ne veut pas du tout mettre un critère sur une sélection de titres qui serait exclusivement en arabe dit standard, moderne. ouais, C'est-à-dire qu'en fait, l'arabe existe aussi dans cette pluralité avec des langues parlées, une langue écrite. Et il y a effectivement cette dimension poreuse dont tu parlais. Donc, ouais. nous, on va vers le choix d'un album qui nous plaît, qui nous convainc, et après, on essaye de s'adapter et de trouver la meilleure manière de rendre la traduction. Pour ça, il s'agit voilà, de faire appel à des traducteurs expérimentés. Ouais. Ce qui était le cas en l'occurrence, ce qui est évidemment le cas pour chacun des titres sur lesquels on a travaillé. Et puis, je crois qu'en fait, cette distinction peut-être entre ce qui serait oral et ce qui serait écrit, elle peut être rendue perceptible effectivement en français, avec un langage qui va être plus celui qu'on va entendre dans la bouche des enfants, en l'occurrence pour cet album, ou simplement voilà, une manière de parler, c'est-à-dire que donner aussi à la langue française la souplesse d'avoir une résonance orale presque. D'autant plus que ce sont des albums bilingues. Je pense que ce sont des albums qui ont vocation à être lus à voix haute, à être partagés par des personnes de différentes générations, peut-être de différentes langues aussi. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est un enjeu très important et qu'on a envie de porter la richesse, la pluralité de la langue Ouais. arabe et de pas du tout restreindre nos choix à quelque chose qui reflèterait finalement une facette de la langue. Donc, en fait, à la fois, ça se fait de manière assez spontanée, mais c'est sûr que c'est une idée de départ qu'on a d'être attentif et sensible à toutes les richesses et à toutes les, en fait, à toutes les particularités de la langue arabe ou des langues arabes selon les pays, selon les univers, selon les milieux, etc.
Super. Ouais, j'imagine aussi ça a été le cas pour la traduction dans l'autre sens, donc du français vers l'arabe aussi, avec, avec des enjeux tout autres et tout autant similaires aussi de ce côté-là. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de la mise en page? Parce que même moi, personnellement, quand j'ai eu les livres pour la première fois entre les mains, je me suis aperçue, pourtant je suis habituée, mais quand même, je me suis aperçue que, ah tiens, il y en a deux qui s'ouvrent de gauche à droite, donc comme un livre en français, entre guillemets, et il y en a deux qui s'ouvrent de droite à gauche. Oui, alors en Et effet, ouais, on a deux titres. Alors, je vais les montrer comme ça, même si vous les voyez. Donc, on a La Tache Noire et La Ruse du Chacal, qui sont tous les deux traduits de l'arabe. La Tache Noire, un album, et La Ruse du Chacal, un conte. On a choisi, et en fait, je pense que ça fait partie du projet, de ce que je vous dis depuis le départ, d'être dans une perspective d'échange culturel, de découverte. On a ouais. choisi de composer les textes traduits de l'arabe vers le français, d'en faire un livre qui se lit dans le sens de lecture arabe. Donc, effectivement, c'est un peu surprenant, surtout pour les néophytes. Mais en fait, c'est aussi, voilà, une petite, ça peut être on peut considérer que c'est un petit peu anecdotique, mais voilà, pour nous, c'était important parce que les sens de lecture ne sont pas les mêmes. Les langues viennent se rencontrer dans les livres. Et là, et ben, La Tache Noire voilà, s'ouvre dans l'autre sens. C'est une manière d'apporter aussi pour des enfants ou pour d'autres public, ben, la connaissance de ça, de l'objet livre dans le monde arabe, comment il existe, comment il se présente, comment on l'aborde. Alors, on a mis un petit message à la fin, ce qui serait le début pour nous en français. On a écrit c'est la fin, ce livre se lit dans l'autre sens. Voilà, on essaye quand même de bien marquer pour que ce soit clair. Ouais. Concrètement, pour nous, ça a donné quelques sueurs froides avec nos fabricants, nos imprimeurs. Bah oui, c'est ce que je Voilà. me Mais en disais fait, aussi. voilà, le résultat Ouais, est à la hauteur. Et du ouais, moment que tout est bien balisé, je crois qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses dans la composition et la fabrication des livres. Donc voilà, ouais. c'était un choix, mais c'est pareil, en fait, qui est un peu, qui coulait de source par rapport à notre projet. Ouais, bah oui, j'imagine bien. Pour la petite anecdote, j'ai souvent en librairie des enfants qui, pour la première fois, ont des livres en arabe entre les mains et qui me disent «Ah, mais c'est comme les mangas». Et je leur dis «Oui, effectivement, c'est comme les mangas, s'il Oui, vous plaît. C'est comme j'ai les déjà eu mangas». aussi cette réaction, en effet. Ouais, Ouais, ouais. n'est-ce pas? Que c'est comme les mangas. Et justement, dans les mangas aussi, on écrit, je pense à la fin, ici c'est la fin, il faut Ouais, retourner le livre dans l'autre ouais. sens, etc. Donc, oui. Et par rapport à la mise en page aussi, j'ai remarqué que vous avez fait un choix assez original pour Les Monstres de la Barre, surtout. Donc, je vais le Ouais. mettre juste là, euh, qui d'abord avait été publié chez Thierry Magnier, si je ne me trompe Oui. pas, et qui n'avait pas cette couverture. Et donc là, pour le coup, vous avez même changé la couverture, si je ne me trompe pas, c'est ça? Vous avez Oui. travaillé avec une illustratrice? Oui, alors en fait, Les Monstres de là-bas existent qui est un livre d'Hubert Benkemoun, qui est un formidable petit roman jeunesse, existe dans la Ouais, collection Petite Poche de Thierry Magnier. Alors, les ok. collections Petite Poche, bon, j'en ai pas là, je vais pas perdre de temps à en chercher, mais Ouais, c'est une couverture sans image. Et nous, pour ouais, cette nouvelle édition, pour cette édition bilingue, effectivement, on a voulu amener de l'image, d'ailleurs, le format est aussi différent. Et, et il fallait, le défi, en l'occurrence, c'était d'intégrer le titre arabe. Voilà, la titraille arabe est française. Et donc, on a ouais, travaillé avec une de nos graphistes ici chez Actes Sud. C'est elle qui nous a ouais, fait des propositions avec ces petites ouais, bulles qui permettent de titrer, qui vont donner une certaine souplesse pour les titres à venir, qu'on peut réutiliser, positionner différemment. Euh, ouais, et voilà, donc là, c'est vraiment elle qui a travaillé par rapport à ce qu'on a dit du livre pour Les ouais. monstres de là-bas, pour trouver ce projet qui nous a semblé très juste, de petits personnages imaginaires, fantaisistes, différents et parfois hybrides. Voilà. Mais oui, totalement. Perso, je suis assez fan de la couverture. Je trouve ça très joli. Et ça apporte encore un autre niveau encore pour le livre. Donc, ce n'est pas seulement traduit, mais c'est aussi un peu peut-être embelli, entre guillemets, Oui, en tout sans cas, faire c'est une de... édition Ouais, différente, c'est des choix, ouais, voilà, c'est des choix différents. Mais en tout cas, évidemment, le projet, c'était de donner un petit livre qui soit quand même très attrayant ouais, pour la jeunesse. Voilà. ouais. Super. Je te propose peut-être, Charlotte, qu'on présente de manière un peu plus en détail deux livres, peut-être Oui, les deux grands formats, entre guillemets, donc et La Tache Noire et Louis Ier. voilà. Je peux, pour La Vas-y, Tache vas-y, Noire que j'ai voilà. entre les Vas-y mains, sur voilà, c'est l'attachement. ça.
j'y vais, je me lance. Donc, La Tache Noire, qui est un album qui est donc sorti d'abord en Égypte par Walid Taher et qui, souvent, quand on parle de l'édition jeunesse arabe, on prend comme vraiment moment, donc à sa publication, c'est un moment très important dans l'édition jeunesse arabe parce que ça fait un tournant, parce que pour la première fois, presque plus ou moins évidemment, mais pour la première fois, on va parler de l'enfant, on va rentrer dans des sujets d'individualité, de groupe, de qu'est-ce qu'un groupe peut faire, qu'est-ce qu'un enfant seul peut faire, et on va surtout se mettre dans la peau de cet enfant. Comme maintenant, évidemment, peut-être c'est maintenant presque banalisé dans l'édition jeunesse, surtout en France, on fait souvent, même presque systématiquement ça, un enfant, un livre pour les enfants, c'est se mettre dans la peau d'un enfant aussi, mais ce n'était pas systématiquement le cas avant La Tache Noire de Walid Taher, justement. Et donc voilà, c'est un très beau livre avec une histoire catastrophique où un beau jour, les enfants d'un village se réveillent et au milieu de leur terrain de jeu, ils découvrent une tache noire énorme, immense, qui va évidemment les empêcher de jouer, les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Et donc, ils vont essayer plusieurs choses. Ils vont tenter de casser cette tâche, de l'effacer, etc. Et donc, je ne vais pas vous spoiler, mais donc ils vont tourner autour de cette tâche-là jusqu'à ce qu'ils arrivent à s'en débarrasser. Que dire de plus? Ce que j'aime beaucoup dans cet album et ce que vous avez, je trouve, vraiment réussi, c'est que l'illustration vient compléter le texte, souvent. Il y a du texte dans l'illustration aussi, et vous avez réussi à la traduire aussi. Je trouve ça vraiment très ingénieux. Comme on le voit d'ailleurs ici en haut, donc il y a le Bonjour Malouane juste à côté du soleil, et juste à côté il y a le texte en arabe. Donc dans la version en arabe, il n'y a que le texte en arabe qui prend son ampleur, et là vous avez réussi quand même à faire en sorte qu'il y ait les deux dans l'illustration même et qu'il n'y ait pas seulement dans le texte et la version en arabe et la version en français. Donc, Oui, cet album, c'était un peu un défi. C'est une maquette très particulière. On a tout traduit. Le tic-toc, toc, tac, tac qu'on voit dans la page de dessous, tout apparaît et effectivement, le texte vient s'intégrer à l'image. Et donc, là, c'est vraiment, on a travaillé ensemble, mais c'est Mathilde Chèvre qui a fait un super travail de composition de maquette pour donner la place aux deux langues. Alors, c'est quand même un album qui demande une petite gymnastique pour voyager d'une langue à l'autre, d'un endroit de narration à un autre. Et en même temps, je crois que ça lui confère toute sa beauté, sa singularité. Oui, je suis bien d'accord. Je te laisse la parole pour Louis Ier. Oui, alors Louis Ier, Roi des moutons, donc c'est un album d'Olivier Tallec qui est absolument savoureux, qui a un grand succès et qui, à vrai dire, donc qui a déjà eu un grand succès avant d'exister en bilingue. Et nous, on a envoyé cet album à beaucoup de professeurs de langue arabe en France, dans les écoles, les collèges, les lycées. Et on a eu beaucoup de retours très positifs, des professeurs qui parlaient de leur plaisir à travailler cet album, de toutes les pistes de réflexion qu'il offre et d'études de la langue, et aussi du plaisir des élèves, en fait, simplement à se retrouver avec un support pareil, à découvrir cette histoire dans les deux langues. Donc, c'est un album magnifiquement destiné et finalement, c'est en fait un équilibre encore différent entre l'illustration et le texte, c'est-à-dire que parfois l'illustration prend le pas, on n'aura pas de texte, mais c'est vraiment le dessin qui vient nous révéler un twist de l'histoire. Ici, c'est un mouton qui se retrouve, un mouton dans un troupeau qui se retrouve par hasard couronné. Un jour devant, il a une couronne sur la tête. Alors, il se redresse et il se retrouve sur deux pattes. Et puis là, vraiment, lui viennent des rêves de grandeur. On commence à se lancer dans une forme de mégalomanie, et de tyrannie, en fait, à exercer une tyrannie sur ses pairs. Donc voilà, on voit au fil de l'album ses prétentions à la grandeur. Et puis, il faut vraiment prendre le temps de le regarder parce que c'est très, très savoureux, il y a beaucoup d'humour aussi. Et puis, à la fin de l'album, c'est pareil, le mieux, ce serait que je ne vous spoile pas, mais il s'avère que le mouton est découronné et qu'une autre créature va se retrouver avec une couronne sur la tête et qui viendra menacer tout cette espèce d'univers absolument délirant que Louis le Mouton, devenu Louis Ier, avait créé. Voilà.
c'est un très, très bel album. C'était aussi un plaisir de travailler dessus. Des enjeux très différents en termes de maquette parce qu'on a plus une place pour le texte qui vient peut-être plus naturellement par rapport à l'image. Voilà. Et puis, j'ai encore quelques secondes quand même. Je voulais juste vous parler des deux autres livres, donc qui sont un roman et un conte qui sont destinés à des lecteurs plus autonomes, ou alors ça peut faire à nouveau l'objet d'une lecture à plusieurs. On a Les Monstres de là-bas, qui est traduit du français vers l'arabe, qui est un livre de Hubert Benkemoun paru donc chez Thierry Magnier. Et là, c'est un petit garçon qui part chez sa correspondante, il voyage, il va sur l'autre rive, et en fait, il s'avère que sa correspondante est absolument formidable et accueillante, etc. Simplement, physiquement, elle est très différente de lui et ça lui donne un peu des sueurs froides. Il n'arrive pas à dépasser sa peur de cette différence. Et surtout que ce n'est pas seulement cette petite fille qui est différente, mais tous les gens dans ce pays, dans cet endroit. Et du coup, voilà, il se laisse, en fait, il n'arrive pas à surmonter ça. Et donc, c'est un roman très fin et très drôle aussi sur la différence et notamment dans les yeux d'un enfant d'une dizaine d'années, du besoin de ressemblance pour être rassuré et de la manière dont on peut gérer ou pas le rapport à l'autre, à la différence de l'autre. Voilà, c'est un roman qui nous semblait tout indiqué pour cette collection. Oui, totalement. Et qui est vraiment très savoureux. Il y a une fin un petit peu étonnante parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que ce petit garçon qui est le personnage principal, d'un seul coup, on a quelques détails sur son apparence physique qu'on n'avait pas forcément imaginé. Voilà. Voilà pour Les Monstres de là-bas. Et puis on a La Ruse du Chacal. La Ruse du Chacal, c'est un conte libanais traduit en français. Et alors là, c'est une fable. En fait, c'est une fable animalière qui met en scène ce chacal très rusé, évidemment, qui se déguise et affirme avoir fait vœu de sobriété d'une certaine manière. Voilà, il ne va plus manger de viande, il va partir en pèlerinage, il se nourrit d'olives, il est tout contrit comme ça, à se repentir. Et puis, il arrive à rallier quelques volailles qui sont impressionnées par sa métamorphose et qui se mettent à le suivre pour partir en pèlerinage avec lui. Mais évidemment, il va changer les règles du jeu de manière à pouvoir se nourrir parce que les olives ne lui suffisent pas. Donc, certains en pâtiront. Là, c'est une fable très enlevée aussi, assez drôle sur les bons, pour moi en tout cas, le pouvoir des belles paroles persuasives qui confèrent en fait un pouvoir sur les autres et justement ces autres qui se laissent embarquer à leur risque et péril et qui vont en pâtir, sauf un animal qui arrivera à être un peu plus malin. Et voilà. Voilà, c'est un petit conte qui nous a aussi beaucoup plu. On cherche aussi des livres qui proposent un niveau de langue quand même accessible. Et du bilingue, on a fait c'est pas ligne à ligne, mais c'est page à page. Ça donne quand même un bon repère dans la perspective d'une lecture bilingue. Et là aussi, c'est un texte dans lequel on trouve une langue plus parlée dans les dialogues entre les animaux. Voilà, il y a cette richesse de la langue arabe qui est aussi très présente dans ce texte. Alors, je me permets de t'interrompre parce qu'il reste très peu de temps. Il y a une question qui vient d'arriver. Je me permets de vous la transmettre. Alors, commentaire de Marjorie. C'est trop bien, exactement ce que je cherchais. Bravo pour cette richesse de la concrétisation et de la composition. Merci. Et au niveau de la diffusion, grâce à l'arabe littéraire, diffusez-vous aussi dans les pays de langue arabe, justement? Et est-ce que vous faites ou feriez ou ferez un jour de l'audio en complément avec l'arabe oral différent pour chaque pays? Alors, oui, nos livres sont diffusés dans les pays arabes. On a une représentante chez Actes Sud qui travaille à l'export et qui fait un formidable travail pour porter nos livres, évidemment, dans les pays de langue arabe, également dans les instituts français, dans les librairies, dans les associations d'enseignement de langue, dans les écoles françaises qui vont, avec des élèves de langue arabe qui vont apprendre le français. Donc, en fait, on a vraiment une espèce de pluralité de cibles, d'une certaine manière, de points de chute, en tout cas, disons, identifiés. Et bien sûr, on espère que ces livres trouveront aussi leur place dans des pays arabes dans des contextes d'apprentissage ou de curiosité vers l'autre langue et l'autre culture. Par rapport au livre audio, oui, c'est un projet qu'on a eu, qu'on n'est pas pour l'instant prêt à mettre en œuvre, mais évidemment, ça donnerait encore une dimension au bilinguisme avec entendre l'arabe, entendre le français. Voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, mais qui n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour. Alors, je vous invite à transmettre, si vous avez des coordonnées pour les personnes qui auraient des questions et pour lesquelles on n'a pas le temps de répondre malheureusement, de transmettre des coordonnées. Oui, alors du coup, dans questions-réponses… Ou oralement, si vous pouvez aussi le faire oralement.
Oui, et ben, donc moi, je suis Charlotte Wallez et vous pouvez me joindre. Mon adresse mail, c'est c.wallez, W-O-I-2-L-E-Z, @act-sud.fr. Je vais quand même l'écrire parce que après, si ça peut être transmis, c'est peut-être bien. Mais voilà, en tout cas, évidemment, n'hésitez pas. C'est une nouvelle collection et on attend beaucoup de retours. On a envie d'échanger pour peut-être évaluer encore des attentes et des possibilités dans les livres à venir, pour les livres à venir. Alors, merci, merci à toutes les deux pour ce webinaire. Merci Merci aussi beaucoup. à toutes les Merci. personnes qui nous ont suivis. Alors, sachez que vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur l'espace Marcom à la fin du salon, à partir du 5 ou du 6. Mais en tout cas, après le salon, ce sera en replay sur Marcom et aussi sur YouTube, sur l'espace du salon YouTube. Mais ça, ce sera à partir de janvier. Donc, voilà. Je voulais Merci vous remercier, merci beaucoup, et juste préciser au cas où que les livres seront donc à Montreuil sur le stand Actes Sud. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient s'en approcher. Et merci Bien. beaucoup et merci Nathalie. Merci à toi, Charlotte.